orgue de Notre-Dame de Paris, c'est non seulement un instrument de toute première importance du point de vue historique, c'est le résumé de 5 siècles d'histoire de l'orgue en France, mais en même temps, c'est un instrument exceptionnel par sa taille, presque 8000 tuyaux. C'est quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France. C'est fantastique d'avoir un instrument comme celui-là, avec cette palette sonore qui nous permet d'aborder vraiment avec un égal bonheur le répertoire 18e, symphonique ou le répertoire contemporain. C'est à la fois aussi fragile qu'un Stradivarius et aussi énorme qu'un immeuble. Le seul instrument de musique dans lequel on pénètre. Un orgue comme Notre-Dame de Paris, c'est évidemment un instrument très très complexe, mais le fonctionnement de base est assez simple. D'abord, tout à fait en bas, il y a la soufflerie, c'est ce qui va produire l'air sous pression, ce que les facteurs d'orgue vont appeler le vent. Au-dessus de ça, il y a des sommiers, ce sont des pièces de bois sur lesquelles sont posés les tuyaux et où il y a l'information qui arrive d'un côté et le vent qui arrive de l'autre côté. Et donc tout ça est mélangé pour que, en fait, là encore, le bon tuyau sonne au bon moment à la demande de l'organiste. Ma première pensée n'a pas été pour l'orgue, elle a été vraiment pour la cathédrale elle-même. Parce que de toute façon, sans la cathédrale, il n'y a pas d'orgue. J'étais très inquiet parce que je me disais, voilà, c'est quand même un des instruments les plus importants de France qui est ici. Il était fort possible que l'instrument disparaisse à tout jamais. Notre-Dame de Paris, c'est un chef-d'œuvre absolu de l'art gothique. C'est l'orgue qui fait chanter et vibrer ces pierres. L'orgue, c'est l'élément essentiel de la liturgie. Et quand on l'entend dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est extrêmement émouvant. Nous avons toute une programmation extrêmement millimétrée, extrêmement précise, qui nous amène jusqu'en 2024 pour qu'on réentende l'orgue. J'ai fait partie des personnes qui ont été les premières à monter à la tribune. Et il y avait effectivement une inquiétude de savoir ce qu'on allait trouver, une angoisse. Et on a été quand même assez rapidement rassurés puisqu'on s'est rendu compte que l'orgue avait très peu souffert de l'incendie. La seule pathologie qui affecte cet instrument, c'est en fait qu'il est envahi par de la poussière de plomb, qui n'est pas du tout dangereuse pour l'orgue, mais qui est dangereuse pour la santé humaine. L'orgue n'a pas souffert du feu ni de l'eau, mais cet énorme trou à la croisée du transept a fait qu'on est dans la cathédrale comme à l'extérieur. Donc, humidité en hiver, changement de température important. Dans un contexte d'urgence impérieuse, on s'est rendu compte que la seule solution, c'était effectivement de l'extraire, l'orgue de la cathédrale, pouvoir tranquillement le décontaminer. Il va y avoir 3 entreprises de facteurs d'orgue qui sont réquisitionnées. Ces 3 entreprises sortent l'instrument de la cathédrale et se répartissent le matériel, puisqu'il faut qu'on puisse faire sonner l'orgue en décembre 2024. Aucune entreprise n'est capable de faire à elle toute seule tout cela. Un facteur d'orgue, ce n'est pas celui qui distribue le courrier dans l'orgue, loin de là. En fait, dans la langue française, on parle de luthier pour les instruments à cordes et de facteur, donc celui qui fait pour les instruments à clavier. On parle de facteur de piano, de clavecin et de facteur d'orgue. C'est simplement celui qui fait. Avec l'incendie, je ne sais pas combien de tonnes de plomb sont fondues, c'est volatilisé avec la poussière très fine de plomb qu'on ne voit pas, mais elle est dans l'air tout le temps. Et c'est pour ça qu'on doit travailler sur masque. Ça rajoute de la complexité au travail. Au sein même du démontage, il y a eu 3 étapes. Une première qui consistait à sortir la console de l'instrument. Donc la console, c'est là qui a les 5 claviers, le pédalier, c'est là que l'organiste en fait est aux commandes. Et c'est seulement à la fin août qu'on a pu véritablement commencer la deuxième étape en fait qui consistait à déposer presque tous les tuyaux, puisque les tuyaux qui sont en façade vont rester en place parce qu'ils sont trop fragiles pour être transportés.
Alors, les tuyaux sont très délicats. Sont faits d'un mélange d'étain et plomb. Et c'est de la feuille de métal très fine. Si on ne stocke pas les tuyaux de manière très soigneuse, ça peut se déformer et ça peut perdre l'harmonie, les sons caractéristiques de cet orgue. C'est pour ça qu'on a stocké toute la tuyauterie à la verticale. C'est bon? Je te laisse. On a fait les travaux comme si c'était des sculptures d'un musée. La troisième et dernière phase consiste à déposer les sommiers. Donc les sommiers sont des pièces de bois assemblées sur lesquelles sont posés la plupart des tuyaux et dans lesquels il y a de l'air sous pression. Ça veut dire que quand l'organiste appuie sur une des touches, il y a une petite soupape qui va s'ouvrir pour faire entrer l'air sous pression au bon moment dans le bon tuyau. C'est pas simple, c'est pas simple. Ce sont des pièces lourdes qu'il faut faire beaucoup d'attention pour ne pas les abîmer et pour ne pas faire des accidents. Ce qui va rester ici, c'est essentiellement le buffet, donc le meuble, l'enveloppe, parce que c'est trop grand pour être démonté, les tuyaux de façade, donc ceux qu'on voit d'en bas, et 4 grands soufflets qui devront être décontaminés et restaurés sur site. On sait que c'est fait en toute sécurité, avec toutes les garanties, mais c'est l'orgue de Notre-Dame qu'elle est suspendue dans l'air dans ces moments. C'est un moment de peur, on ne peut pas éviter. Je suis vraiment très ému d'être si près de la façade. Ça ne m'était pas arrivé quand même depuis 1 an et demi. Et ça, c'est une image qui m'a vraiment manqué alors. Donc évidemment, ça doit faire drôle de voir ici que la console n'est plus là. Oui, effectivement. Oui. C'est là que vous êtes assis pendant Voilà, là je suis en train de jouer là. Bertrand, c'est je crois la première fois que je pourrais faire ça. Est-ce que tu m'autorises à toucher un des tuyaux? Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, j'ai les gants, hein. Oui. Oh là là. Les enjeux d'une restauration comme celle-ci, après un sinistre comme la cathédrale a connu, sont évidemment extrêmement importants. Notamment sur le fait de pouvoir retrouver l'instrument tel qu'on l'a connu avant. J'espère que ce sera le cas et qu'on pourra aussi éventuellement même améliorer un certain nombre de choses qu'on a pu repérer, à savoir des petits défauts accumulés, etc., ou des dysfonctionnements qu'on pourrait justement réparer maintenant parce qu'on peut atteindre des parties de l'instrument qu'on ne pouvait pas atteindre, par exemple, à la dernière restauration. Christian, est-ce qu'on va pouvoir penser à faire quelque chose sur le mur du fond, tant qu'il n'y a rien? Ah bah oui, c'est le moment où faire quelque chose, parce qu'il y avait des problèmes de gravats qui tombaient dans les tuyaux, c'est ça? Non, pas du tout. C'est qu'en fait, on a des problèmes récurrents, tous les étés évidemment, oui, avec la chaleur qui transperce le mur. En fait, je viens travailler par exemple à 9 h, l'orgue est juste. À minuit, l'orgue est totalement faux, parce que la chaleur accumulée du soleil, etc., en plein mois de juillet ou d'août, traverse le mur comme ça. Ce qui est extrêmement incroyable ici à Notre-Dame, c'est que tous les facteurs d'orgue qui ont travaillé dans l'instrument ont eu le respect de tout ce que les prédécesseurs ont fait avant eux. Et je dirais que l'âme de chaque facteur d'orgue s'est ajoutée au facteur d'orgue précédent. C'est une chaîne, si vous voulez, ininterrompue depuis 500 ans. Je trouve que c'est fabuleux. Il y a une tradition très longue de factures d'orgue, mais aussi beaucoup d'organismes prestigieux qui se sont succédés à cette tribune. L'idée de se mettre au service de toute cette tradition, de constituer un petit maillon dans cette chaîne, quelque chose qui me tient très à cœur, oui. L'orgue dans une cathédrale, c'est l'une de ces expressions de la transcendance, en fait. Et l'orgue est d'une certaine manière la voix de la cathédrale. On ne peut pas imaginer une cathédrale sans orgue. Et notre rôle, nous, en tant que musiciens organistes, c'est justement d'assurer cette connexion entre deux mondes, entre Dieu et les auditeurs. Quand on travaille dans un orgue, on ne pense pas forcément tous les jours à cette dimension, mais elle est présente, elle est prégnante. Et à Notre-Dame, il y a vraiment encore une dimension supérieure. Cette relation entre l'instrument et l'édifice, qui était vraiment unique et difficile à décrire.
C'est bon. Alors je pense que la première chose qu'il faut rappeler, c'est que évidemment les sommiers, c'est le cœur de la distribution du vent au tuyau. On a tout un ensemble de canaux parallèles les uns aux autres, qu'on appelle les gravures. On est susceptible sur des vieux sommiers d'avoir des communications intergravures, ce qui provoque dans ce cas-là ce qu'on appelle des emprunts. Autrement dit, si on joue la note Do, le Ré qui est juste à côté est susceptible de recevoir un peu d'air. Sur le plan musical, on peut concevoir que c'est quand même extrêmement gênant. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est rechercher les fuites. Faudrait que t'en lâches un pour voir. Attendez, il faut que je renumérote parce que 41, 40... Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vois qu'il y a du beau monde. Philippe, bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue à l'atelier. Eh bien merci. La chance qu'on a, je pense que c'est une très grande chance à Notre-Dame, c'est qu'on est plusieurs organistes. Et donc, tout le monde n'a pas la même écoute. Mais quand on voit qu'on se rejoint, ce qui arrive, on va dire, assez fréquemment, sur les mêmes points, là, ça renforce une certaine objectivité, on va dire sonore, pour ne pas dire musicale. Voilà. Là, on a ce bruit parasite. On l'entend très bien. Une sorte d'harmonique aiguë qui n'a donc rien à voir avec le son qu'on est censé avoir lorsque l'orgue est en fonctionnement. L'addition des subjectivités, on va dire des ressentis, mis en face de l'examen, on va dire archéologique, technique, scientifique, ça, c'est une confrontation intéressante. Mais à l'arrivée, le patron, bah, c'est l'instrument. Mais finalement, le nettoyage ici a commencé il y a 3 mois à peu près, donc ça va quand même plutôt vite. Enfin, Ça avance bien, il y a quand même presque 8000 tuyaux. Une fois décontaminés, bien nettoyés, les tuyaux sont exactement comme avant l'incendie. Il y a quelques micro-bosses, il va falloir débosseler, mais bon, ça c'est rien du tout à faire. Hein, ça. Donc ça, c'est des tuyaux de Notre-Dame, mais qui sont posés sur le mannequin, là. Sur le mannequin, qui est donc un orgue d'essai, si tu veux, qui correspond à un grand orgue en miniature et qui nous permet d'essayer, donc tuyau par tuyau. Ça permet de gagner du temps et de reprendre quelques approximations qu'on peut trouver. Notamment, bah là, lui, il est trop prompt, il est trop... Donc là, je vais intervenir sur la languette. Donc je vais démonter l'ensemble. Et ce travail sur la languette, c'est vraiment le travail le plus délicat du facteur d'orgue. C'est vraiment la fine pointe du métier de facteur d'orgue. Oui, c'est le travail de l'harmoniste, effectivement. Ça demande une expérience vraiment. Voilà. Oui, c'est qu'on acquiert au fil des années. Voilà. Voilà. Et donc là, bah, je redémonte le coin. La languette. Parce que c'est des languettes quand même qui sont très malléables en fait. Ah oui, on arrive. Ça c'est le fameux outil pour l'harmonie des jeux de hanches. C'est le bois à courbure. Alors. Voilà. Donc là, je trouve qu'il est un petit peu prompt. Je vais corriger la courbure. Voilà, je vais redonner un tout petit peu de courbure à cet endroit-là, pas là ni là. Voilà. Bah là, il est mieux. Hein. Même si l'acoustique n'est bien sûr pas la même, on a vraiment la sensation, moi ça fait quand même 40 ans que je viens régulièrement à Notre-Dame, je retrouve cette couleur, cette chaleur qui est caractéristique. Tiens, bah vas-y, tu peux... C'est la première fois qu'on entend les sons de l'orgue Notre-Dame depuis l'incendie, donc c'est quand même un moment très émouvant. Après les tests qu'on a effectués en septembre 21, on s'est aperçu qu'il y avait des petites fuites de vent, des passages de vent d'une gravure
à une autre. Et donc, pour pallier à ça, on réencolle ces gravures à la colle chaude pour que ce soit un conduit parfaitement étanche d'un côté comme de l'autre pour pas que le vent passe. Voilà. Alors, l'encollage des gravures avec un mélange de colle d'os et de colle de nerf. Voilà. Alors, on passe entre les deux barrages, voilà, pour que la gravure soit parfaitement étanche. Fin août ou fin septembre, on aura fini ces sommiers. Ça nous libérera pour faire les souffleries sur place. Il y a les grands soufflets à remettre en pot. C'est toujours un peu les mêmes pigments, c'est-à-dire ombre calcinée, un peu de sienne, terre de sienne brûlée. Sur place, il y a eu, durant cet été 2022, un gros travail de restauration du buffet. Et surtout, depuis quelques semaines, il y a eu la restauration de la soufflerie primaire. Ces 4 grands réservoirs étaient indémontables et donc ils ont été restaurés sur place. La peau, il faut la travailler un moment. Quand on se met dans des angles comme ça, on a toujours des plis, des replis, des recoins. Et quand vous mettez une peau plate, il faut la mettre en forme. Donc il faut la travailler avec la colle, il faut la travailler un peu à l'humidité avec l'eau, avec des spatules. À l'origine, dans beaucoup d'orgues, il y avait les pompeurs avant. C'était manuel, quoi. C'était des bénévoles qui venaient pomper, qui venaient remplir ces réservoirs. Là, c'est des ventilateurs maintenant, des turbines, quoi. C'est des grandes réserves d'air, il faut qu'il y ait le maximum d'air évidemment qui arrive au tuyau, parce que s'il y a des fuites un peu partout, il n'y aura pas assez d'air qui arrivera au tuyau, donc ils seront faux, ou alors on manquera d'air si on joue trop fort, enfin il y a toutes sortes de défauts possibles. Et à partir de là, l'orgue en lui-même sera prêt pour le remontage. En fait, là, on a transporté un sommier. On est en phase de remontage dans l'instrument. Descends. Descends. Ouais. Eh Mathieu, ouais. Qui c'est qui a démonté les tuyaux là? Bah nous. Eh bah regarde la tête des tuyaux. Sans déconner. Et il s'agit donc de décabosser les tuyaux de façade. Donc ce sont les tuyaux les plus grands de l'instrument. C'est ceux que le public voit habituellement. Là, je ne sais pas si vous avez vu, on est juste en dessous. La bosse a commencé à se relever. Encore une fois. Après, on va croire que c'est une façade neuve. Ils ont remplacé la façade. Faut y aller tout doux quand même, qu'on ne perde pas une roue au passage. Ça frotte, hein. Ah non, mais on est vraiment doucement, on va voir. Le poids de la caisse plus la console, ça fait dans les 650 kilos. Allez, Papou, on pousse. On pousse. On descend. Maintenant qu'elle est en place, on peut jouer sur les claviers, mais bon, comme ça n'est pas connecté, donc ça ne joue pas. Il faut encore attendre quelques temps, quelques semaines, avant que ça joue. C'est là où c'est le moment, en fait, on va dire, magique. Alors là, nous en sommes arrivés à l'étape du montage des postages. C'est un tube de plomb qui amène l'air d'un point A à un point B. Les gros tuyaux ne peuvent pas loger sur les sommiers. Ils seront déportés, donc il faut un conduit d'air. Postage en plomb collé à la filasse, à la colle chaude. Ça n'a pas évolué tout simplement parce qu'il n'y a pas de meilleur système. Ici, nous sommes en présence d'un très gros orgue, il y a beaucoup de postages, et chaque postage a une forme particulière. Donc ce sont des pièces uniques à chaque fois. On va la pêche un peu, oui. C'est chiant. C'est très mélangé tout ça. C'est très mélangé.
Flûte harmonique. Ça, j'arrive pas à le pousser. Je peux le guider, mais pas le pousser. Voilà. Il est pas en face, hein, je pense. Je suis pas en face? Là, je crois qu'il est pas en face. Quand on teste nos postages, on a des tuyaux qui sont en place, hein, comme ces tuyaux de bois ou la façade. Donc on a les premiers sons, quoi. Voilà. Les premiers tuyaux, on les fait parler entre nous, comme ça, quoi. Voilà. Voilà. Et alors, voilà, comme ça. Voilà. Alors, en fréquentant un petit peu le chantier, j'ai eu des retours de personnes qui travaillent sur d'autres opérations qui ont dit « Ah oui, on a commencé à entendre les premiers sons de l'orgue ». Manifestement, c'était quelque chose d'encourageant de savoir que l'orgue se remonte et qu'on avait tenu à l'entendre. Ils se réjouissaient de ça. Donc ça, c'est le tuyau le plus grave de l'orgue. Voilà. Le plus grand tuyau. Le plus grand tuyau de l'orgue, oui. Voilà. En mettant la main, on ressent physiquement les vibrations, en fait. Ah oui, oui, oui. Parce que c'est du 16 Hz, je crois, c'est donc 16 vibrations par seconde. Donc c'est vrai que quand on entend le tuyau d'ici, ça ressemble absolument pas à une note de musique. Mais c'est avec l'ensemble des tuyaux, puisque ça, c'est un tuyau qu'on va jamais utiliser seul, on va l'utiliser avec d'autres qui vont l'enrober. Et c'est ça qui va donner, en fait, ce tuyau-là qui va donner cette impression de gravité, de profondeur de son, qui fait l'effet orgue de cathédrale, si on peut dire comme ça. En fait, plus le tuyau est petit et plus ce sera aigu. Chaque tuyau correspond à une note, donc forcément, ils sont classés dans l'ordre, dans l'orgue, ce qui pourrait correspondre à une flûte de Pan. Hop. Hop. Je vais chercher le dernier. Ouais. Et donc, c'est la première fois que l'orgue rejoue oui. Depuis l'incendie. Oui. Ah bah écoutez, c'est un superbe moment. C'est une grande joie d'être là et d'entendre cela. Et alors, c'est en même temps une émotion, évidemment, parce que c'est l'âme de la cathédrale qui revit, mais c'est aussi une émotion parce que le général Georgelin aurait vraiment aimé être là et vivre ce moment. Vous connaissez le Salve Regina? Voilà, donc on vous engage. Je trouve que c'est beau de chanter, de jouer quelque chose à la Vierge Marie. On franchit une étape puisque maintenant c'est du spirituel qui revient dans cette cathédrale, alors que depuis des années, on a d'abord évacué des décombres, on a mis des échafaudages, on a reconstruit des voûtes. Étape magnifique, mais là on est dans le sens, plus directement. Il va y avoir pendant plusieurs mois un temps où il ne va rien se passer au Grand Orgue, tout simplement parce qu'on ne peut pas faire de l'harmonie pour l'instant, puisqu'il y a une grande bâche qui est située à 4-5 mètres devant les tuyaux, ce qui est très bien pour le protéger de la poussière, mais ce qui est beaucoup moins intéressant du point de vue acoustique, parce que pour pouvoir régler l'acoustique des tuyaux, il faut qu'on dispose de l'espace acoustique tel qu'il sera, après ça, une fois que l'ensemble de la cathédrale sera libéré. On a une bâche à 2 mètres devant les tuyaux, c'est quand même pas... C'est impossible, quoi. On n'est pas dans les conditions qui permettent de faire le moindre travail d'harmonie. L'harmonie, elle existait. On va plutôt espérer que l'acoustique soit très proche de ce qu'on avait. Moi, j'ai quand même hâte d'appréhender un peu l'acoustique de la cathédrale et pouvoir commencer l'harmonisation dans les meilleures conditions. J'ai la connaissance encore très palpable du son de l'orgue de Notre-Dame et je suis assez optimiste quant au résultat final. Si on est là, c'est pas simplement pour faire marcher la machine, mais qu'il y a une finalité bien plus importante, une dimension
transcendante, on va dire. C'est un élément important du dispositif en fait, de ce lieu sacré qu'est Notre-Dame.